Nous sommes lundi et comme chaque début de semaine, Abdul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du marketing stratégique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Un plaisir toujours renouvelé de vous avoir sur nos plateaux. Aujourd'hui, on parle du marketing stratégique. La semaine dernière, nous parlions du marketing d'études. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs l'objectif de cette série? Ok, alors merci encore pour l'occasion qui m'est donnée. Je rends grâce à Dieu et merci pour tous ceux qui nous suivent et qui continuent de nous suivre, qui s'abonnent à nos pages, qui nous font des commentaires. Et n'hésitez pas à nous envoyer des problématiques qu'on pourra traiter ici. Alors la question de la stratégie, je l'ai posée dans cette émission parce que nous sommes en début d'année et je dis que c'est la partie où on prépare l'action. Et faire de la stratégie fait partie de la vie humaine. Vous savez, Dieu lui-même est stratégique. Une des preuves qu'il est stratégique, c'est que Dieu ne crée pas le poisson puis il crée l'eau après. Il crée l'eau puis il crée le poisson après. Parce que s'il avait créé le poisson avant, il allait s'étouffer. Il est fait pour vivre dans l'eau. Donc faire de la stratégie, c'est être dans l'anticipation. Et l'homme vit dans 3 temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et donc vivre dans le futur suppose qu'il faut l'anticiper. Il faut anticiper les incertitudes, peu importe ce qu'on fait. Et donc pour nous, faire de la stratégie est quelque chose de tout à fait normal. Et on voulait justement emmener ceux qui nous suivent à comprendre que le marketing ne se limite pas qu'à la vente et que l'un de ses métiers, l'une de ses activités, c'est faire de la stratégie. Et c'est vraiment quelque chose d'humain, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre, et ça va nous être utile dans tout ce que nous faisons. Est-ce qu'on peut aussi faire un rappel sur la démarche marketing et le marketing d'études? Exact, parce qu'en réalité, le marketing va reposer sur une démarche. Donc on va appeler le marketing études, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Nous avons vu déjà le marketing études. Nous sommes en train de voir le marketing stratégique et la semaine prochaine on viendra au marketing opérationnel. Et cette démarche-là, je vous dis, dans tout ce que nous faisons, c'est du bon sens, qui dit simplement que marketing études, avant d'agir, il faut collecter de l'information. Ce qu'on fait en mode étude, c'est de collecter de la donnée pour comprendre le phénomène. Parce que si tu ne comprends pas le phénomène, comment tu décides? Maintenant, une fois que l'information est collectée, traitée, analysée, à partir des données qu'on a reçues, on va prendre maintenant une décision. Et faire de la stratégie, c'est prendre cette décision. Vous voyez, j'aime donner l'analogie des équipes de foot. Prenons qu'il y a un match entre 2 pays. Donc, le stratège, c'est qui? C'est l'entraîneur. L'entraîneur est le stratège de l'équipe. Mais que fait l'entraîneur? On lui dit, est-ce que si vous êtes stratège d'une équipe, vous devez entraîner, qu'est-ce que vous faites en premier? La première des choses que l'entraîneur va faire, c'est d'étudier l'équipe. Il va étudier son équipe, il va étudier l'équipe adverse, il va étudier le lieu où le match doit se jouer, il va étudier l'enjeu du match. Quand il a fini de faire toutes ces études, maintenant, il ne peut même pas commencer à choisir ses joueurs. Ce qu'il doit faire, c'est décider de ce qu'il veut. Est-ce qu'on joue pour gagner? Est-ce qu'on joue pour le match nul? Est-ce qu'on joue pour perdre? On s'en fout, on est indifférent. En fonction de cette décision, qu'il va faire son classement. Oui, là c'est de la stratégie. Il étudie, il prend une décision et puis il mène l'action. Mais si vous commencez à agir, si on va prendre le temps de conceptualiser, notamment étudier et décider, vous serez incohérent dans votre démarche. Et de nombreuses personnes sont très incohérentes. Elles veulent des choses qui sont contradictoires parce qu'il n'y a pas une démarche stratégique. Et le choix, le fait de décider de ce qu'on veut, à court, moyen et long terme, peut changer une vie. Lundi dernier, nous avons donc découvert quelles étaient les études qu'il fallait mener en termes de marketing. Aujourd'hui, on en saura davantage justement sur le marketing stratégique. Sur la partie stratégique. Oui, que vous définissez un peu comme cette décision, mais au-delà de la décision, comment est-ce que vous pourrez la définir pour nos téléspectateurs et auditeurs encore? C'est vraiment un choix. Peu importe ce que vous faites, vous savez, le choix est le point de départ de l'action. S'il n'y a pas de choix, l'action va être incohérente. Oui, c'est le problème des étudiants qui vont à l'école, de beaucoup de travailleurs. Tu demandes à un étudiant, j'étais dans le cas de mon CP à ma terminale, si vous me demandez pourquoi je vais à l'école, je ne sais pas. Je vais parce qu'il faut aller. Je vais parce que mes parents me disent d'y aller. Et ils sont nombreux qui ont fait les études de cette façon. Jusqu'au jour où j'ai fait un choix d'être bon. J'ai fait un choix que les études devraient me permettre de réussir. Ma façon d'étudier a changé. Si vous prenez un travailleur, tu lui demandes pourquoi il va au travail, c'est à cause de son salaire. Tout ce qui le motive, c'est le salaire. Mais il ne peut pas être productif. Non. Le jour, il va commencer à se projeter. Et à dire non, moi je veux devenir directeur. Je veux une promotion. Je vous assure que sa façon de travailler va changer.
Donc le choix détermine la libération du plein potentiel. Et dans le processus, ce choix aussi n'a de sens, parce que si tu fais un choix qui n'est pas cohérent, il n'a de sens que dans la qualité des données qu'on a collectées, dans la qualité de l'analyse qu'on a faite, dans l'analyse de nos ressources. C'est à partir de ça qu'on peut faire un bon choix, que ce soit dans une relation de couple. Un homme doit choisir entre deux concubines, deux femmes qu'il cotise, mais il fait de la stratégie. Il y a des données qu'il va analyser. Deux femmes sont en compétition sur un homme, elles vont faire de la stratégie. Ça fait partie de la vie humaine. Même les enfants font de la stratégie pour vous arracher des choses. Ouais. Je ne contourne pas, mais je vous prends au mot pour une précision. Ouais. Est-ce à dire que l'argent ne saurait être un objectif dans le domaine professionnel et par lequel on serait motivé à bien faire son travail? Quelqu'un qui part juste pour avoir son salaire à la fin du mois, il ne peut pas être productif. C'est trop petit. Vous savez, le problème des objectifs, c'est que lorsqu'on les atteint, ils démotivent. Ils sont plus... Tous les objectifs ont au-dedans d'eux une puissance d'action. Mais lorsque vous atteignez un objectif, il n'est plus motivant. Au bout d'un moment, c'est pour ça que quand quelqu'un voulait un emploi, mais il était déterminé, il vient à l'heure, il fait tout. Mais au bout de 2-3 ans, c'est plus motivant. C'est un acquis. S'il ne se fixe pas un nouveau, j'appelle ça la mise en berne du plein potentiel. Donc, qui est venu juste pour son salaire, au début, oui, c'est bon. Mais au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ton salaire ne sera plus motivant. Au contraire, tu vas trouver qu'on t'exploite, il est insuffisant, etc. Parce que tes charges augmentent. Il faut autre chose que le salaire. Il faut autre chose. Et cette autre chose-là se trouve dans le futur. C'est dans notre capacité à aller designer le futur, à nous y positionner, qui va déterminer notre capacité à lever des ressources en nous et autour de nous pour atteindre cet objectif. À partir de la définition sur le marketing stratégique que vous avez donnée au-delà de la décision, quelles sont les options stratégiques qui se présentent à celui qui a fait ses études et qui a décidé? Alors, il y en a tellement. Je donne quelques exemples pour qu'on comprenne. Pourquoi il est important de connaître les options? En fait, les options, on les connaît pour mouler notre cerveau, pour l'entraîner à regarder un problème, à regarder les options sous plusieurs angles. Si vous prenez Michael Porter, qui est un auteur en marketing, qui dit qu'il y a 3 options stratégiques. Quand lui finit d'analyser ce qu'il appelle le BCG, qui va analyser les concurrents, le BCG, le Boston Consulting Group, je ne veux pas rentrer trop technique, mais on va rester sur les options. Quand il finit de faire l'analyse, l'étude, donc à partir des données financières et concurrentielles de l'entreprise et de ses concurrents, il va dire qu'il y a 3 options stratégiques. Soit tu fais ce qu'on appelle une focus, c'est-à-dire que tu choisis, je prends quelqu'un qui cherche un emploi, d'accord? Et puis il peut dire que je fais de la focus. Je vais faire des concours, mais je ne vais pas faire 10 concours. Okay. Je décide que moi je veux devenir financier. Je ne fais que ça. Je me focalise que sur ça. Les concours orientés vers les finances. Je ne fais que même un seul concours, même peut-être. Là, je suis... Pendant que l'autre étudie 10 choses, avec le risque de se diluer, moi, j'étudie qu'une seule chose. Je connais des gens qui l'ont fait. Focus. C'est-à-dire que tu choisis un seul. Et d'ailleurs, quelqu'un qui veut entreprendre, je vois plein de jeunes qui démarrent, ou même des personnes adultes qui démarrent leur projet d'entreprise, mais ils veulent faire 10 choses à la fois. 3 choses à la fois. Non. En démarrage, il faut être focalisé. Va sur une focus. Une seule chose à la fois. Pour en devenir expert, tu y mets toute ton attention, toute ta volonté, et puis tu vois que rapidement, tu maîtrises le processus plus que les autres. Donc ça te donne plus de chances de succès dans la focus. Et dès qu'on peut faire de la lutte concurrentielle. Lutte concurrentielle, ici, si je veux faire une analogie, ça veut dire que je cherche à prendre la place de quelqu'un. Là, je décide, je sens que je suis plus fort que quelqu'un. Sur un marché ou dans une entreprise, je dis c'est ta place, je veux. Et je te le montre, à la Donald Trump, tu vois, lui il est agressif. Donc c'est l'entrepreneur qui va avoir tendance à aller chercher son concurrent. Ça, on va appeler la lutte concurrentielle. Tu es un bagarreur. Mais on se bagarre parce qu'on est sûr qu'on est plus fort que le concurrent. Parce que s'il est plus fort que toi, il va t'écraser. Donc c'est l'analyse qui va me permettre de dire non, le gars là, il a l'air fort, mais en fait il est fragile. Je peux prendre sa place. Et donc du coup, je décide frontalement de prendre sa place. Ça va être la lutte concurrentielle. C'est une option à analyser. Vous savez, la culture extensive. La culture extensive, c'est qu'on évite la bagarre. On va là où personne ne veut aller. Là, on cherche ce qu'on n'a pas encore fait. Tu vois, si je ramène ça à un emploi, on va créer même son propre poste. On va aller vers des opportunités nouvelles. Vous voyez? Là, déjà, on a 3 options. Les gens ont l'impression qu'ils n'ont qu'une seule option. Prendre la place de quelqu'un est une option stratégique. Si je suis plus fort, que j'ai les moyens de le prendre, on est dans un environnement concurrentiel. C'est pas malsain. Tant que le moyen utilisé est légal, il n'y a aucun problème. Mais c'est une option existante. Donc voilà un peu ce que Michael Porter va nous dire. Focus, culture extensive, lutte concurrentielle. Il y a aussi cette méthode dont vous avez parlé avant cette émission. Vous parlez de Jack Truong. Jack Truong. Jack Truong, lui, c'est beau, c'est dans tout ce qu'on fait. Jack Truong dit il faut se positionner.
C'est quoi le positionnement? C'est ton image. Comment on te voit? Quand tu prends une entreprise, toutes les entreprises investissent énormément dans leur positionnement, dans l'image qu'elles veulent donner à leur marché et dans l'esprit de leurs consommateurs. Mais les individus doivent se positionner. Aujourd'hui, ça commence à prendre forme avec ce qu'on appelle le personal branding. Mais en réalité, c'est vieux comme le monde en marketing. Tu ne peux pas avoir d'impact dans un environnement si cet environnement te voit mal, si cet environnement te juge mal. Ça ne marchera pas. De la même manière, il faut se positionner. Maintenant, comment on se positionne? C'est encore une étude. On va regarder les positionnements des produits existants, des concurrents. On est dans une entreprise, on est dans un CODI. Nous tous, on souhaite devenir DG, par exemple. On doit choisir parmi 4 là qui va devenir le prochain DG. Mais il y a un travail de positionnement à faire. Et si le positionnement dit, il faut étudier le positionnement des produits concurrents, ceux qui existent sur le marché là. Ceux qui ambitionnent le même poste que toi là. Quel est leur positionnement? Quelle est leur image? Quel est leur point fort? Ensuite, tu vas étudier ce que veut le consommateur. Si c'est un patron, tu vas voir qu'est-ce qu'il veut. Tout le monde ne peut pas satisfaire toutes les attentes du patron. Moi, je peux choisir un axe. Peut-être que le patron, il aime la ponctualité. Il dit, bon, ok, moi, je fais de la ponctualité ou des délais, du respect des délais, mon axe de positionnement. Au point où le patron sait que lui, là, quand je donne un travail, là, c'est toujours dans les délais. C'est avant délai même. C'est son axe de positionnement. Et tout le monde te reconnaît pour ça. Ça te rend plus fort. Ça ne sert pas d'aller compétir avec quelqu'un là où tu n'es pas fort. Ça ne sert pas. Peut-être je vais imaginer ça comme ça. Prenons 2 femmes. Une, très belle, très soignée, elle a fait des études. Vraiment une femme coquette, quoi, femme moderne et tout ça. Mais elle ne sait pas faire la cuisine. Elle n'a pas le temps de prendre soin d'une maison, etc. On prend une autre dame qui fait plus maman africaine, elle porte toujours des pagnes, mais elle prépare très bien, elle prend soin de la maison, elle respecte les parents. Vraiment, elle est disponible. Et un homme doit choisir entre ces 2 femmes. Tu vois, il y aura un défi de positionnement ici. Si la femme moderne, très moderne, veut ressembler à la femme, commencer à faire la cuisine et autres, ça ne marche pas. Elle ne peut pas compétir avec elle là-bas, parce que l'autre est plus forte. Ne va pas la rejoindre sur son terrain. Si la femme aussi qui fait maman africaine, qui prépare bien, veut commencer à être moderne, porter des hauts talons, alors que ce n'est pas son truc, elle va échouer. Ça ne marchera pas. D'accord? Chacune va communiquer pour dire à l'homme qui doit décider là. Une vraie femme. La femme moderne va lui dire une vraie femme. C'est une femme qui peut t'accompagner dans tes ambitions. Quand tu as le voyage d'affaires, je suis avec toi. Le gars dit, ah, c'est pas faux. L'autre va dire, non, tu sais, une vraie femme, c'est une femme qui prend soin de tes enfants, qui honore ta mère. Le gars dit, mais ouais, c'est pas faux. Donc il a un défi là. Entre deux, il a besoin des deux. Tu vois, il veut bien, parce qu'il a un projet de développement, de carrière, mais aussi il veut pouvoir avoir, il ne peut pas avoir les deux en un. Chacun doit miser là où il est fort. Et c'est comme ça que tu te positionnes sur un axe et tu assumes ton positionnement. Tu ne le changes pas parce que tu as l'impression que le concurrent te damer le pion. Tu veux maintenant le rejoindre sur son terrain, il va te battre. Donc le positionnement, c'est cette image que tu vas construire et que tu vas défendre. Et peu importe, dans le monde professionnel, dans une relation de couple, dans une relation d'amitié, chacun doit avoir une image qu'il a construite. Ça ne doit pas être un accident. Une image construite et une image défendue. En termes toujours de stratégie, quelle doit être la place, si on essaie d'échelonner, quelle doit être la place de l'image? En fait, tout se complète. Tu as besoin d'une bonne image, mais l'image ne va pas suffire. Après, il faut décider de la façon dont tu abordes. Donc, je peux avoir le positionnement, je fais de la focus. Je peux avoir le positionnement, je fais de la lutte concurrentielle. Ils s'imbriquent en fait. Ils s'imbriquent, ouais. Alors, cette fois-ci, je dois comprendre quelque chose parce que vous écoutant, quand on définit le marketing stratégique, quand on voit les spécificités qui y sont, on a cette impression que le marketing stratégique est dédié à l'intellect, à l'entrepreneur. Est-ce que aussi le citoyen lambda peut s'intéresser à cela? Tout le monde. Je vais donner des exemples dans la relation de couple, dans l'éducation des enfants par exemple. Je donne un exemple. Et moi, je l'ai fait quand j'étais étudiant, parce que je comprenais mon marketing. En début d'année, je prends mon bulletin, je prends les notes, les moyennes, les coefficients. Je connais mes points faibles. Par exemple, c'est pas joli à dire, mais en anglais, j'avais toujours 0. Coefficient 3. Donc, je prends mon bulletin, je fais un fichier Excel, je mets 0 dedans, en anglais. Là où j'ai des faiblesses, je connais les notes. Je dis, bon, ça là, si j'ai eu 5 ici, c'est bon. Mais je définis mon objectif. Je veux avoir, par exemple, je sais pas moi, 15 de moyenne, avec 0 en anglais, coefficient 3. Ça suppose que en marketing, il faut que j'ai 20 dans mes matières de base. Donc j'ai un tableau de bord, j'ai des objectifs de notes. Mais là où il faut avoir 20, il faut que j'ai 20. Sinon, je comble comment mon 0 en anglais et mes 2 ou mes 3 dans une autre discipline. D'accord? Mais si tu n'as pas de stratégie
Et on a vu ça avec notre fils l'année dernière. Ça en fait de périodes qu'on se rend compte que, mais attends, le gars, la moyenne n'est pas bonne. Mais s'il y a un suivi quotidien et que tu lui dis lui-même, voilà tes targets, voilà tes points forts, voilà, parce qu'il y a une analyse de ta personne, voilà, je connais mes points forts, je connais mes points faibles. Je minimise, comme le dit le SWOT, je minimise mes points faibles, je maximise mes points forts. Mais si tu as une stratégie, tu peux même battre le plus fort. Parce que lui, il ne sait pas que tu travailles sur la base de stratégie. Mais si on y va comme ça, justement, c'est ce que nous dit la stratégie. Tu ne peux pas faire les choses comme ça. Il faut un plan. Et le plan commence déjà par une étude, pas décider de la moyenne que tu veux, et tu mets après ton plan d'action. C'est pour ça que la prochaine fois, on va voir le plan d'action. Mais en fait, c'est un tout. Hein. On le voit point par point, mais en réalité, faire de la stratégie, c'est faire ces trois choses en même temps. C'est concevoir, c'est étudier, c'est analyser, c'est collecter des données, peu importe le phénomène. C'est décider, puis c'est agir. C'est les trois. Mais pour des besoins d'études, on est obligé de les enseigner de manière séparée. Et ça m'amène à dire qu'un jour, on parlera de la complexité. Comment la pensée complexe est différente de la pensée logique et que la pensée logique crée des problèmes en fait. J'insiste encore un peu sur la question. Est-ce à dire que ce commerçant qui est assis au grand marché, qui nous écoute sur sa radio ATFM, est-ce qu'il peut se faire former par rapport à cela en langue nationale? Non, là maintenant c'est le problème. Mon problème aussi c'est que de la même manière que j'ai zéro en anglais, j'ai zéro en mourir. C'est là qu'il y a le problème. J'essaie, mais voilà, il ne m'aura pas qu'un d'eux. On va suivre des cours par rapport à cela. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer ce marketing stratégique au niveau de la recherche d'emploi? Comment est-ce qu'on arrive à l'impliquer par exemple? Je donnais tout à l'heure les focus où tu peux même mettre un... Allons toujours avec ça. J'ai dit, prenons les concours. Ou prenons... Ça, je prends cet exemple. Tu vas avoir des jeunes, ils veulent un emploi. Mais il n'a pas de, comme il n'a pas de stratégie, comme il ne sait même pas, attends là c'est pire. En fait, la plupart des gens ne connaissent même pas comment je dis, la courbe de l'employabilité. Prenons ce jeune qui évolue de stage en stage, d'entreprise en entreprise, toujours stagiaire. Il le fait sans stratégie dans la plupart des cas. Je vous donne le problème. Il y a un jeune que je coach qui a fait du droit, qui me dit... je ne trouve pas d'emploi et tout. Ça fait 2 ans que je suis découragé. Je dis, mais non. Étudie d'abord le phénomène de l'emploi en droit. Combien de jeunes connaissent, combien de parents connaissent la réalité du marché de l'emploi? On pense que le gars, il sort de l'école, il s'attend à avoir un travail le lendemain. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une réalité. Donc, premièrement, il faut savoir dans ton secteur, là, quelle est la courbe? Quel est le processus d'emploi, comment on arrive à avoir un emploi. Et je vous dis que la moyenne de temps, la moyenne, pour les domaines les plus employables, la moyenne de temps c'est 2 ans de stage. La moyenne. Il y a des domaines où tu dois faire 4 ans de stage. Et quand j'envoie le jeune homme, je dis va sur LinkedIn, étudie, va rechercher des CV des directeurs juridiques de plusieurs entreprises. Regarde leur parcours. Essaie de voir le nombre d'années de stage qu'ils ont fait avant d'avoir leur premier emploi. Il est revenu me dire qu'en moyenne c'est 4 ans. Lui il était à 2 ans. Et puis il s'en plaint. Non, c'est la réalité de ton secteur. Mais comme tu ne le connais pas, tu prends de mauvaises décisions. Tu es frustré pour rien. C'est la courbe normale. Et je vous dis que beaucoup sont ignorants. Comme il n'y a pas d'études sur le processus d'obtention d'un emploi, je vous dis que la moyenne des stages c'est 2 ans d'abord. Selon les secteurs. Les secteurs qui emploient le plus c'est 2 ans. Maintenant, pendant ces 2 ans, qu'est-ce que font beaucoup de jeunes? Ils font un stage en banque. Il quitte la banque, il va faire un autre stage dans un secteur qui n'a rien à voir. Si tu regardes au fond, il n'est pas en train de construire une expertise. Alors que les 2 ans là, tu dois les faire à faire la même chose. Ce n'est pas l'argent que tu dois chercher. En fait, ta formation se poursuit. Mais comme il ne sait pas, donc il va rester là en train de faire plusieurs choses qui n'ont pas de lien. Quand on prend son CV, il n'y a pas de cohérence. John, il fait communication. Demain, il est dans une agence, il fait des pubs, il fait 2 mois. Il quitte l'agence de publicité, il dit que lui, il est reporter, il fait 2 mois. Il quitte le reporter, il va aller faire, je sais pas moi, la vente terrain, il fait 2 mois. Mais ça, tu n'es rien, tu construis absolument rien. C'est pour ça qu'il y a le choix à faire. Tu veux devenir journaliste, reste dans un stage de journalisme. Reste sur le terrain, reste reporter 2 ans. C'est ce qui va te faire monter journaliste. Mais tu peux pas faire 2 mois reporter, 2 mois en train de faire publicité, 2 autres mois en train de faire de la vente, 2 autres mois en train de faire call center, et puis à la fin, qui te prend? Personne ne te prendra. Il n'y a pas de stratégie justement dans cette démarche. Donc connaître d'abord le fonctionnement de l'emploi dans ton secteur. Et d'une filière à une autre, ça change.
D'une filière à une autre, ça change. Donc il faut de la stratégie là aussi. Toujours dans le marketing stratégique, à l'échelle d'un pays, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on a des exemples également? La Chine. Si on prend la Chine a commencé à faire une stratégie que beaucoup ici appellent mauvaise, notamment le suiveur. Parce qu'en termes de stratégie, une des options stratégiques, c'est la position par rapport à la concurrence. On peut être leader, on peut être challenger, on peut être suiveur, on peut faire une stratégie de niche ou de spécialisation. La Chine, à ses débuts, ne faisait que copier, donc suivre les pays développés. Vous fabriquez un produit, on prend le même produit, on le fabrique de mauvaise qualité. Mais ils ont suivi pendant des années. Et quand on disait China, ça veut dire que ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, tout le monde va produire en Chine. Chine, c'est devenu la référence. Mais il fallait suivre d'abord. Suivre n'est pas une faiblesse. Suivre n'est pas mauvais. Donc au niveau, par exemple, de la Chine, ça a été le cas. Et aujourd'hui, la Chine est une puissance incontournable. Sinon, peut-être la première puissance mondiale, si on ne fait pas attention. Parce que justement, ils ont appris à suivre. Mais suivre intelligemment. Vous suivez le leader le plus fort, mais dans le but d'apprendre. Pour qu'à un moment donné, vous soyez capable de vous détacher et de faire mieux que lui. Donc voilà une option stratégique au niveau national. Pour expliciter, c'est donc dire aussi que, mais là il faut faire attention, il ne faudrait pas tout copier. Ici au Burkina, il ne faudrait pas peut-être qu'un entrepreneur essaie d'imiter quelque chose. Mais beaucoup le font et c'est même pas mauvais. Le problème, mais copier c'est une stratégie. Copier est une stratégie. Mais il faut copier intelligemment. Il ne faut pas copier parce qu'on copie. Tu copies avec un plan. Ok, je démarre. Je ne maîtrise pas le process. Avoir un mentor, c'est une façon de copier. Parce que tu fais comme lui. Vous savez, en karaté, ça s'appelle le shukari. Comment on forme quelqu'un en karaté? Le shu, c'est-à-dire que le maître fait, l'élève regarde. D'accord? Le ri, l'élève pratique, maintenant c'est le maître qui le regarde. Ils font ensemble. Et à un moment donné, l'élève devient aussi expert que son maître. Et puis il va au riz. Le riz, c'est la liberté. C'est-à-dire c'est le moment où il commence à innover. Mais il commence d'abord par copier. La première étape dans n'importe quel processus de formation, c'est de copier. À l'école primaire, ton maître écrit, il dit écris comme lui. Il prend même ta main pour écrire avec lui. Il faut que tu copies. Tu fais comme. Ton espace de liberté, tu l'auras après. Copier fait partie du processus d'apprentissage. Mais copier avec l'intention, peut-être de laisser un copieur ou sans comprendre que c'est une étape en fait. Il n'y a rien de mal à copier. Nous tous on a copié quelqu'un, mon frère, avant d'atteindre notre espace de liberté. Quand tu deviens expert, par exemple, quand on va dire docteur, ça veut dire qu'on n'a plus rien à lui apprendre au fond. Là, il commence lui-même à créer, tu vois, à apporter à la discipline. Mais au début, il copie son maître, c'est nécessaire. D'aucuns vous diront qu'il faut toujours innover, il faut apporter une touche particulière, quelque chose de nouveau et non pas aller toujours... C'est des gens qui ne comprennent pas la stratégie qui disent ça. C'est les gens qui ne comprennent pas la stratégie. Et justement, je suis contre un peu tous ces projets, souvent les compétitions qu'on nous envoie d'Europe, qui visent à avoir des innovations qui ne servent à rien. Innover pour innover, à quoi ça sert? Des compétitions start-up où on demande d'innover en termes de projet, de proposer quelque chose sur des choses qui n'ont pas d'utilité pour nous. Je ne vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Apprenons peut-être à nos jeunes à copier, c'est même mieux. Je dis que les Chinois l'ont fait. On va acheter un équipement, on vient, on réunit tout le monde, on demande, tout le monde comprend, on dit bon, on copie. À force de copier, on dit maintenant on crée. C'est comme ça. Shukari, je vous dis que c'est un processus. Copier n'est pas du tout mauvais. Mais il faut copier avec stratégie. Pas de tricher à l'école. On ne parle pas de ça. Je vois quelqu'un qui est dans un domaine qui fait bien quelque chose, je l'analyse, je l'étudie, je vois ses points forts, ses points faibles, je commence à faire comme lui et je travaille à corriger ses faiblesses. C'est là où je fais mieux que lui après. Je commence à faire comme lui, mais j'étudie ses faiblesses pour faire plus que lui à un moment donné. Le temps qu'il sache, je l'ai dépassé. Mais si tu viens frontalement là, le gars il te voit venir, il sent que tu veux venir le challenger, tu te mets en danger aussi. Il faut peut-être insister aussi qu'il ne faut pas aller dans le sens de la concurrence déloyale tout de même. Copier n'est pas déloyal, sauf si le gars a un brevet. Si le gars il a un brevet, tu n'as pas le droit. Mais son style, son approche, sa méthode, pourquoi pas. Mais s'il a breveté, ça, vous savez pourquoi mais les entreprises investissent énormément d'argent, par exemple en Europe, pour trouver, espionner les autres. Oui, ils vont débaucher par exemple des gens dans ce but pour pouvoir bénéficier de ton expertise. Non, ça fait partie de la stratégie. C'est une option stratégique très envisageable, mais avec un plan. Abdoul Karim Bandé, nous abordons la fin du mois de ce janvier. Et déjà, quel peut être un mot de fin par rapport
à cet auditeur, à ce téléspectateur qui a compris un peu le marketing d'études aujourd'hui, qui a compris le marketing stratégique. Quel est le conseil que vous avez à lui donner en cette période? Nous sommes toujours en début d'année et tout. Déjà, c'est de dire que cette émission n'est pas suffisante. Moi, je dis que je veux démystifier. On résumait trop le marketing à la vente, ça me dérange. Et je dis que c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'homme. Et plus on s'élève dans la hiérarchie professionnelle, plus on a besoin de deux choses, de finance et de marketing. Et donc mon but c'est ça. Je vous dis donc allez étudier, allez chercher, faites-vous accompagner, faites-vous former. Et on est là aussi pour ça au passage. Faites-vous former, faites-vous coacher. Et vous allez voir que vous pouvez gagner énormément de temps. Vous ne pouvez pas chercher un emploi sans stratégie. Voilà ce que je peux leur dire. Continuez d'apprendre. Et c'est le but de cette émission que nous offre 3TV. C'est de permettre aux gens de comprendre qu'il faut continuer d'apprendre. Il y a énormément de choses à apprendre. Moi, je continue d'apprendre. Et vraiment, c'est ce qui va nous permettre d'être heureux. Et je vous souhaite d'être heureux. Merci à vous, Abdelkarim Bandé. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomo Conseil. Vous nous faites le plaisir et l'amitié d'être toujours à nos côtés chaque lundi. Merci à vous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders 3TV et Watt FM, tout en vous souhaitant une excellente semaine bénie. Et bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.